Jadis, l'homme marchait aux côtés de la nature, sans murs ni frontières. Les terres vibraient du souffle des troupeaux, les forêts résonnaient des chants d'oiseaux, et l'océan emportait la vie. Tout n'était qu'un vaste concert, auquel l'homme appartenait encore. Puis vint l'avidité, les routes ont balafré les paysages, et les clôtures ont déchiré les horizons. L'homme s'est détourné de ce qu'il avait façonné, croyant pouvoir tout dompter, jusqu'à perdre l'essence même de sa propre place dans la chaîne de la vie. À travers ce récit, je souhaite offrir un hommage précieux à ceux qui, par vision, courage, ont su écouter le souffle du vivant, le protéger, le préserver pour les générations à venir. En Namibie, ce souvenir d'un monde intact résonne encore comme un souffle ancien, comme un retour à l'essentiel. Et au cœur de cette vision, un homme a refusé de se rendre à l'évidence en choisissant de rendre sa liberté au désert. Cet épisode-là est dédié à la mémoire d'un homme, celui que l'on appelle Alby Bruckner. Allez, salut à tous les amis. Après une petite nuit, on se retrouve pour la dernière fois dans la réserve du Nokluft. Là, on va finir de préparer les bagages. On a déjà pris le café et on va se diriger vers le check-out pour faire l'état des lieux, faire les provisions de nourriture, faire les provisions surtout d'eau, parce que là où on va, on sera en autonomie totale. Il n'y a pas de magasin. Autant vous dire que c'est un petit peu compliqué pour bouffer à midi, se faire des sandwichs parce qu'ils n'ont pas de pain de mie, ils n'ont pas de trucs comme nous on a. Donc hier on a été obligé de faire cuire du riz à l'avance avec des petites conserves que j'apprécie fortement, qui s'appellent le chakalakalaka, une espèce de ratatouille épicée. Donc on a fait bouillir de nuit, on s'est fait ça pour pouvoir tenir au moins jusqu'à ce soir. Et voilà. Je suis un peu triste de quitter cet endroit parce que c'est franchement merveilleux, mais j'ai carrément hâte de découvrir les autres paysages que peut nous offrir ce magnifique pays. Ce magnifique pays où depuis le départ on en prend plein la vue. Et puis voilà, là je vais aller aider Karine à ranger le camping, à plier le camp, et puis on y va. C'est parti, let's go. On dit au revoir Karine, au revoir Céciliem, au revoir Sosuvlei, au revoir ces paysages magnifiques. Allez fort, ça claque pas. Allez. Let's go to the Nami Brown. Aujourd'hui, nous quittons donc la magnifique région de Cézriem pour nous rendre dans la réserve du Namibrand, à peine à une centaine de kilomètres plus au sud. Nous traversons l'ardente vallée du Hardap et sa gigantesque mer de sable, et l'environnement dans lequel nous nous enfonçons paraît de plus en plus aride. Nous sommes désormais coupés du monde dans l'immensité de cette vallée désertique, et ce n'est pas les quelques arbres disséminés à travers la roche et le sable qui allaient dissiper nos craintes. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de cette réserve sur laquelle nous n'avons pratiquement aucune information. Cela fait plusieurs heures que nous roulons seuls, et malgré les quelques animaux qui tentaient de redonner un peu de vie à ce paysage désertique, les cadavres de springbok qui jonchaient le bord de la piste annonçaient désormais la couleur. Pour venir ici, je savais que nous devions renoncer à notre confort habituel, mais je vous avoue que malgré notre enthousiasme, nous avions beaucoup de mal à nous imaginer dans un environnement aussi aride, trouver un endroit paisible et accueillant où nous pourrions poser notre camp pour les 2 prochaines nuits. J'ai cru qu'on allait jamais trouver. J'ai eu plus peur là. Ah bah parce T'as que vu, là, là c'était flippé. là tu restes bloqué ici là. My God. Oh putain c'est du sable. Ouais. Alors là on va au Namibrand Family Hideout. C'est spécial hein, parce que pour trouver, il n'y a rien, c'est paumé au milieu de nulle part. Il y a une petite barrière avec indiqué le nom dessus à un moment donné. Mais wow,
T'es au milieu de nulle part, c'est la folie. C'est la folie. Heureusement, ce matin, on a pris encore 4 bidons de 5 litres d'eau. Je pense que ça sera pas de trop. Hein. Mais c'est là que tu te rends compte que tu consommes en fait aussi. Hein. Les toilettes, se brosser les dents, n'importe quel mouvement où toi tu tires ton robinet, c'est un putain d'impact en fait. Hein. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Allez. C'est parti. Dernière barrière. À ce moment précis, j'avais tellement de questions qui me venaient à l'esprit. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces vieilles clôtures rouillées ? Dans quelle sorte d'endroit sordide j'avais bien pu faire mes réservations ? Sur notre route, un garde me conseille de dégonfler mes pneus pour rouler dans le sable et m'indique que nous ne sommes désormais plus très loin. Mais hormis quelques oryx qui traversent la piste à toute allure, toujours aucune trace de notre campement à l'horizon. Oh, c'est un truc de malade. Là, en fait, c'est là où on va dormir. Et chacun a son camp. Et il y a 4 camps, je crois, ils sont séparés les uns les autres. Mais il y a plusieurs centaines de mètres, en fait, entre les personnes. T'es tout seul. T'es tout seul au milieu de ce petit désert-là, avec des animaux partout autour de toi. C'est incroyable. Je pensais pas que ça serait un endroit comme ça ici. J'avais pas idée. Je savais pas ce qui m'attendait. Et bah là, franchement, je suis pas déçu du tout. Regarde, on a une petite table et tout, une petite terrasse. Magnifique. C'est la folie. C'est la folie. Ah ouais, on aurait dû prendre celui-là dès le départ. Là, je suis dégoûté. Ouais, grave. Oh, ça va m'obliger à repayer un billet, ça. Tu sais que le truc pour cuisiner, il est plus grand que l'autre, hein. Oh, c'est génial. Et la douche. La douche, je crains un peu, quoi. Ouais, moi aussi. Alors, fais voir ta tête. Non. Quoi ? Moi, je crains pas du tout, hein. Oh, je m'attendais pas à ça. Moi non plus, je m'attendais Ah, mais pas. c'est un truc tout... Oh là là. Toilette, son petit lavabo. Oh, c'est de la balle. Oh, regarde. Ça m'étonne. Oh, je suis dégoûté. Il a vu. Je vous le reconseille. Je vous le conseille fortement. Je vais vous donner le nom parce que... Non, quoique je donne pas le nom en vrai. Ça sera notre petit secret. Il n'y aura pas de nom. Je vous dis rien. C'est quoi ? C'est ici que commence la découverte de notre toute première réserve, celle de la vie sauvage, du silence et de la liberté. Mais avant de nous plonger dans l'expérience, il fallait absolument que je vous fasse un petit topo parce que ce serait passé à côté de quelque chose de précieux que d'ignorer l'histoire et l'engagement profond de toutes les personnes qui ont façonné ce lieu. Mais avant toute chose, c'est quoi une réserve ? Une réserve, c'est un espace protégé où les animaux vivent en liberté. Il n'y a ni cage, ni enclos. On y préserve la biodiversité, mais aussi l'équilibre fragile des écosystèmes. En Namibie, ces espaces se trouvent un peu partout parce que plus de 40% de son territoire est protégé. Pour te donner une petite idée de la surface que ça représente, c'est un peu plus de la moitié de la France, ce qui est juste énorme. On y distingue généralement 2 types de réserves. Il y a les réserves publiques, gérées par l'État et souvent bien plus grandes à l'image du parc national d'Etosha. Puis il y a les réserves privées, plus petites, mais souvent plus exclusives. Elles appartiennent généralement à des particuliers ou à des fondations, et leur approche est plus intimiste, parfois même plus engagée. Mais dans les 2 cas, l'objectif reste le même, préserver le vivant, là où seules les méthodes diffèrent. L'une mise sur l'accessibilité au plus grand nombre, l'autre sur l'expérience, le silence et l'immersion au cœur d'un monde sauvage. La réserve du Nami Brand se situe juste ici, seule face à l'immensité d'un monde intact, bien plus petite que son voisin, mais toujours aussi sauvage. Bienvenue dans le Nami Brand, une des réserves privées les plus grandes et les plus authentiques de toute l'Afrique australe. Nous savons très bien que nous ne sommes pas les premiers à fouler cet endroit, mais quand même, imaginez-vous des terres ancestrales, immenses, où le moindre de vos repères disparaît, jusqu'à la dernière route de goudron, où la terre vous observe, chuchotant à vos oreilles toutes sortes de secrets, bien plus anciens que le monde. Family Hideout signifie la cachette familiale, et c'est exactement ça. Un recoin perdu dans une immensité de sable, de silence et d'animaux sauvages. Ici, la nature est reine, et la réglementation en matière de tourisme est stricte,
Là où certaines réserves cherchent trop souvent le profit en attirant un maximum de touristes, la réserve du Nami Brand a tout misé sur l'authenticité. Ici, il n'y a qu'un seul campement pour 1000 hectares. Autant vous dire que vous avez plus de chances de croiser une girafe qu'un autre touriste. Mais ce n'est pas tout. La réserve est aussi reconnue dans le monde entier pour son absence de pollution lumineuse. En 2012, elle a été labellisée Dark Sky Reserve, un titre prestigieux, décerné à seulement 21 sites dans le monde, faisant d'elle l'un des endroits où l'on trouve l'un des ciels les plus purs et les plus étoilés de toute la planète. Et depuis juin 2024, Nami Brand est devenue officiellement la première Wilderness Quiet Park d'Afrique. Un label rare qui récompense les lieux préservant les sons de la nature sans aucune interférence sonore humaine, rejoignant ainsi un cercle très fermé de seulement 4 sites dans le monde. Avant toute chose, il faut bien savoir que tout cela aurait pu ne jamais exister sans la vision d'un homme, celle d'Alby Bruckner. Alby Bruckner avait un rêve, celui de racheter ses terres pour que plus personne ne puisse les endommager. Il commença son travail de réhabilitation en 1984, car peu de temps avant de devenir une réserve, cette immense zone de plus de 200 000 hectares était occupée par les éleveurs de bétail et les exploitations minières. À force de ravager les ressources présentes dans la région, la présence de la faune qui jadis parcourait ce lieu a fini par décliner. Et malheureusement, certaines espèces finirent par disparaître complètement du territoire. Ensuite, les éleveurs de bétail et leurs troupeaux durent faire face à un manque crucial de nourriture. Leur sol, trop stérile et trop pauvre, ne leur laissait désormais plus le choix. Ils durent quitter leurs terres, devenus désormais incapables de leur offrir quoi que ce soit. C'est là qu'intervient le rôle d'Alby Bruckner. En 1984, il rachète d'abord la ferme Goracis pour le prix symbolique d'une vieille Volkswagen. Il voyait là l'opportunité de revendiquer non seulement la terre, mais aussi son avenir. Son rêve étant d'établir une réserve naturelle privée, où les clôtures seraient enlevées, les points d'eau restaurés, et où la faune pourrait enfin revenir dans son habitat d'origine. Ayant eu vent de ce projet incroyable, les différents locaux n'ont pas tardé à se joindre à l'aventure. Ensemble, ils rachetèrent ferme après ferme, les connectant les unes aux autres comme une gigantesque mosaïque. Et depuis 40 ans, la fondation d'Alby Bruckner se bat pour devenir un modèle dans la conservation et la restauration des espaces sauvages, laissant comme héritage pour les générations futures une terre où l'importance de vivre en harmonie avec son environnement prime sur l'argent et la cupidité. Sa mission accomplie, Alby Bruckner ferma les yeux le 8 décembre 2016, laissant son œuvre aux mains des tribus locales qui luttent chaque jour pour que ce rêve perdure. Il repose désormais auprès de sa femme, quelque part au milieu des dunes, au pied d'un cercle de fées, là où l'infini s'étire dans ce silence brûlé d'or, laissant un monde intact, libre et, je l'espère, éternel. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'endroit où nous nous trouvons, il est temps de partir découvrir les merveilles qui peuplent la réserve. Là encore, c'est une belle surprise, car à seulement quelques pas de notre camp, nous tombons nez à nez avec un jeune oryx venu s'abriter des chaleurs caniculaires à l'ombre d'un des nombreux acacias. Là, il y a l'oryx. Là, il y a notre cabane. Depuis notre arrivée en Namibie, j'avais comme objectif principal d'observer les animaux dans leur habitat naturel. Le seul problème, c'est que jusqu'ici, la plupart s'évaporaient en quelques secondes dans la nature, me laissant très peu de temps pour réaliser mes prises. Mais ça, c'était avant de découvrir ce petit paradis perdu.
J'ai toujours rêvé de jouer les explorateurs parcourant le monde dans les endroits les plus reculés de la planète. Mais jamais je n'aurais pensé qu'un jour, ce rêve se réalise enfin. Se retrouver seul, face à quelque chose d'aussi grand, d'aussi spectaculaire, à presque quelque chose de magique. La douceur du matin où le soleil baigne les plaines dans sa lumière d'or, le crépitement délicat du sable traversant les dunes que la brise emporte, tout nous paraît si pur, si immersif. Et comme à chaque fois que nous parcourons le désert et ses espaces silencieux, je me sens parfaitement à ma place, loin du vacarme des hommes et de ces cités bétonnées. Tous nos sens sont en éveil, à l'affût du moindre mouvement, du moindre petit son, là où chaque chose est une invitation à la contemplation, à l'émerveillement. Comme beaucoup d'endroits en Namibie, nous avons eu cette sensation que ni le temps, ni l'évolution n'a eu d'impact sur la beauté des lieux. C'est un peu comme si à chaque fois que nous parcourions ces paysages extraordinaires, nous faisions un bond de plusieurs millions d'années en arrière, nous retrouvant comme seuls, face au tout premier matin du monde, à l'aube d'une vie où l'homme n'a pas encore fait main basse sur les trésors que renferment ces derniers grands espaces, comme il en existe encore si peu. Et j'aimerais que, comme moi, vous puissiez un jour ressentir cette sensation de liberté, de connexion, aussi profonde, aussi pure, une connexion qui vous prend aux tripes, qui vous rassure, comme si quelque part, cette chose avait toujours été là, cachée au fond de vous-même, entre la splendeur d'un ciel rempli de milliards d'étoiles et la silhouette de deux âmes sœurs, s'enlaçant dans la lumière d'un dernier rayon de soleil. Là du coup on retourne au camp, on va aller bouffer un morceau parce qu'il fait très très faim. Et j'ai les lèvres, elles sont gercées, je sais pas si vous pouvez voir mais ça me fait mal. Entre le soleil, le vent, le sable. Mais sinon à part ça, c'est nickel quoi. C'est nickel. Ouais, je raconte ma life. Pendant ces 2 jours de découverte, la réserve du Namib Brand a tenu toutes ses promesses, et même bien plus encore. Nous nous laissons porter par de rares sillons fuyant à travers les dunes, comme des serpents se faufilant sur le sable. C'est ma première expérience dans une réserve, mais surtout dans une région aussi coupée du monde. Et je ne peux m'empêcher de penser à ces personnes qui ont tout sacrifié, le confort, l'eau, le climat, pour que cette terre reste comme elle fut jadis. Le seul problème ici, c'est que la manière la plus efficace pour protéger les animaux du braconnage soit la pose de rares clôtures. Et malheureusement, il arrive encore bien trop souvent que celles-ci deviennent un piège mortel pour de nombreux animaux en quête de liberté qui tentent de la franchir. Bon là, on a été dire au gars du parc qui nous suit derrière qu'il y a un oryx qui s'est coincé dans une clôture. Le pauvre, il a le pied complètement attaché à la clôture. Et vu que ça pèse un âne mort, je pense qu'il vaut mieux pas les toucher. Je sais pas. Du coup, on va voir comment ça se passe. Ils sont venus faire peur avec la voiture. Mets-toi sur le côté là. Bichette, le pauvre, il peut pas sortir. Ils vont venir t'aider, Bon, le pauvre, hein. Soit il va mourir ici, mais il doit avoir la patte cassée. En tout cas, il a essayé de le faire repartir, il lui a enlevé les câbles du pied. Mais il n'arrive pas à repartir, du coup, ouais, avec une patte pétée comme ça ici, je donne pas long feu. Hein. Le lendemain, nous décidons de retourner sur nos traces en partageant le solide espoir de croire qu'il s'en était miraculeusement sorti. Mais la loi du désert est implacable et les chances de survie infimes pour les animaux blessés. Les fossoyeurs du désert étaient déjà sur place et avaient commencé sa lente transformation. Cette scène nous a vraiment brisé le cœur,
Surtout quand j'ai compris que même si la réserve est immense, la nature devait être enfermée pour être préservée. Un bien triste paradoxe pour tous ceux qui la protègent. C'est d'autant plus triste que depuis 2013, la Namibie est confrontée à sa pire sécheresse depuis près de 100 ans. Ici, près de 50% des habitants sont considérés en insécurité alimentaire et pour un pays d'un peu plus de 3 millions d'habitants, cela représente une personne sur 2. Certains de ces endroits n'ont pas vu l'ombre d'une goutte de pluie depuis plusieurs années, ce qui a entraîné un arrêt total de la production agricole et la mort de milliers d'animaux. Pour limiter les pertes humaines, la présidente Netumbo a instauré l'état d'urgence et cette année, ce n'est pas moins de 700 animaux sauvages qui durent être abattus pour subvenir aux besoins de la population. C'est dramatique quand on sait à quel point ce pays se donne tout ce mal pour préserver la richesse de sa biodiversité. Mais avec l'accélération du réchauffement climatique, ces événements sont voués à se répéter, entraînant des effets catastrophiques pour les espèces menacées, mais aussi pour tous les habitants du pays. Les journées dans la réserve sont incroyables, pleines de découvertes. Et je dois dire que les soirées passées ici sont de très loin celles qui m'ont fait le plus rêver. Parmi les moments que j'adore, il y a l'heure dorée. Cet instant aussi magique qu'éphémère, où le soleil tombe sur l'horizon et vient embrasser de sa lumière chaude et envoûtante les dunes et les montagnes qui nous entourent. Tous les soirs, le vent se lève, portant avec lui sa douce fraîcheur qui nous soulage des chaleurs caniculaires. C'est le moment où l'on peut enfin souffler et profiter de toutes ces couleurs incroyables, enfin presque. Premier problème du séjour. Et voilà le travail. Baptiste il fait passer par une montée, elle était un peu trop dure à passer, résultat, c'est le premier. Ça va Karine? C'est un truc de malade. Attends, je vais peut-être te faire un coup de plus que filmer. C'est tout bon. C'est tout bon. Oh, c'était misère, j'ai eu peur. Attends, on n'est pas arrivé. Si, on est arrivé là. Allez. Petit facecam de fin de journée, histoire de faire un débrief sur cet endroit incroyable. C'est juste un endroit magnifique, quoi. C'est préservé de toute forme de vie humaine, presque. Il n'y a que nous, 4 camps, je ne sais combien d'hectares. On a vu au lever du soleil les girafes ce matin, les zèbres juste après. Pourquoi tu regardes la caméra? Ça me gêne. Il y a un oryx qui passe derrière toi. Eh ben voilà, il y a un oryx qui passe derrière moi maintenant. Cet endroit-là, c'est un vrai jardin d'Éden avec ces gardiens à l'entrée qui sont des véritables trésors pour l'humanité, quoi. C'est des gens simples, ils ont tout pour eux, ils ont déjà tout. Ils se satisfont de tout ce qu'ils ont autour d'eux et ils ont bien raison. Ils vivent simplement. Non, c'est une expérience juste formidable, quoi. Je pouvais pas rêver de vivre mieux en venant ici. Cette dune de sable rouge, ces couchers de soleil. Même si la vie dans ce style de road trip là est beaucoup plus fatigante, elle est aussi beaucoup plus fascinante. Tu déplies tes bagages à chaque fois que tu arrives. Faut faire attention à pas mettre tes valises dans le sable pour pas faire rentrer de bébêtes. Pour la douche, c'est un peu compliqué. Pour l'eau, c'est un peu compliqué. Pour la nourriture, c'est un peu compliqué. L'essence, pareil. Là, en fait, il faut que tu prennes vraiment en compte tout le temps que les choses du quotidien te prennent. C'est tout rapide chez nous. Tout est rapide ici. Tu te dois de t'adapter et tout est fait lentement. Et en même temps, c'est bien parce que ça te permet de te recentrer sur l'essentiel. Ça vaut tellement le coup d'être vécu au moins une fois dans sa vie. T'es là, t'as besoin de pas grand-chose d'autre en fait que d'être heureux. Je pourrais mourir ici en vrai. C'est tellement magnifique. Merci Cornelius de t'occuper aussi bien de ce petit coin de paradis. Et j'espère que ça restera encore longtemps comme ça. Je
vous laisse ici. Ciao, ciao. Allez, opération dépliage de tente. Les 2 petits cliquets, les 2 petits mousquetons. On les attache bien ensemble. On les met sur le siège pour pas les perdre. On déverrouille. Hop. On lève le coffre de toit. On a oublié, comme d'habitude, l'élastique. Oh putain! Voilà, c'est bien. Hop là, quel cascadeur! Hop. Hop là. On déplie ça. 3 pieds. 3 marches. Voilà, super. Je tape bien mes pieds. Non, c'est bon. Putain. Il n'y a pas d'insectes. Oh là là, ce vent. Allez, envoie-moi vite le futon là, que ça fasse pas tout rentrer dedans. Hein. Du sable qui souffle comme pas deux là. Notre petit nid d'amour. Et 2 couvertures. Et c'est tout bon. Allez. Voilà, super. Parfait. Le nid est prêt. Il manque plus qu'à bouffer. Et à regarder le coucher du soleil. C'est pas beau la vie ? Si seulement tu savais à quel point je suis bien, là, avec toi. Un petit vent frais, l'odeur de chakalaka qui mijote dans la marmite, quelques bières bien fraîches dans le frigo et l'immensité autour de nous. Je crois profondément qu'au fond, je n'ai besoin de pas grand-chose d'autre pour être heureux. Toi qui m'accompagnes dans toutes mes aventures, et ça même si souvent je ne sais même pas où je vais. Tu me fais confiance, et à mes yeux, c'est tout ce qui compte. Je voulais te dire que pour quelqu'un qui a peur même du plus petit insecte, aujourd'hui je te vois différemment, belle comme le jour, intrépide, libre comme le vent. À ce moment-là, tu ne le sais pas encore, mais depuis notre départ de Lyon, je trimballe un petit cadeau attendant patiemment de trouver sa future propriétaire, et qu'il est temps pour moi de te dire tout ce que je ressens. Il fait bon, enfin, il fait bon, enfin du frais. Ah, même s'il y a encore du vent, je m'en fous. Du moment qu'il fait frais. Regarde papa, regarde papa. S'il sert pas, bam bam. Attends là. Ouais, c'est triste. C'est triste. Elle va nous manquer notre dune. On n'a plus des chips. Oh yes. Mais tu mangerais pas des chips au bacon depuis le départ, toi? Ah merde, ça c'est ballot. S'il y a un moment que j'aime encore plus que l'heure dorée, c'est l'heure où le soleil se couche. Après tous ces kilomètres parcourus ensemble, je te regarde toi, tes cheveux balayés par le vent comme des fils d'or se mêlant à l'immensité, ton regard plongé dans l'infini, cherchant quelque chose, ou peut-être rien. Juste l'immensité, cette paix, ce silence, là où chaque pas résonne dans l'éternité de ce paysage sans fin, et où nos souvenirs flottent dans l'air portés par le vent et les éclats de rire. Je crois qu'en me perdant ici, dans cet endroit à l'abri de tous les regards, que j'ai enfin trouvé la raison qui me fait vivre. Sous ce ciel sans fin, porté par ces 17 années passées à tes côtés, la moitié de ma vie, et pourtant tout à la fois. Et c'est là, tout en haut de cette dune, dans ce moment suspendu où le ciel semble nous regarder, que je me remémore tous nos souvenirs. De la plus folle aventure comme du plus petit moment qui nous ont menés jusqu'à cet instant précis. Et je n'ai plus de doute, c'est toi, et toi seul qui éclaire mon chemin. Et c'est avec toi que je veux le parcourir pour l'éternité.
un invité. Après toutes ces émotions, il est temps pour nous d'assister à une autre partie de ce fabuleux spectacle. Mais je vous jure que la première fois que j'ai levé les yeux au ciel, c'est comme si je pouvais voir l'univers tout entier. Comme si chaque étoile était un souffle, un morceau d'histoire, comme un doux secret murmuré par l'obscurité. Le vent frais se glissait entre les branches caressant les dunes comme une berceuse ancestrale, et sous ce ciel infini où le monde semblait suspendu sous la bienveillance de sa douce gardienne, la nuit nous enveloppait de sa lueur délicate, nous plongeant petit à petit dans la douceur de l'obscurité. Quand tout à coup, quelque chose qui attendait, là, tapis dans la pénombre, allait très vite nous sortir de notre doux sommeil. Baptiste, je crois qu'il y a quelque chose en bas. Bouge pas, je vais aller voir. Si, je vais, toi tu m'attends là. Attends, putain, je sais pas où j'ai mis ma lampe. Aïe, autant. Je vous avoue que là, au milieu du désert, je me sens pas trop bien. Tu te sens observé, c'est dingue. Dans le silence feutré de la nuit, ce petit chapardeur au pelage couleur sable nous observait depuis un long moment. Patient comme seul sait l'être celui que la faim n'a pas encore brisé, attendant tranquillement que la lumière de nos lampes s'éteigne. T'es trop beau. Il était visiblement attiré par l'odeur de nos restes, qui avait sûrement des airs de festin pour lui. Oh, il est trop Il beau. était là, à quelques centimètres, discret, craintif. Je n'avais pas l'air d'être une menace pour lui, pas la plus grande en tout cas, car autour de nous, Tais-toi. le désert parlait tout bas. Petits craquements, murmures de sable, frissons d'un monde endormi mais jamais tout à fait tranquille. Moi, je savourais chaque instant. Chaque seconde où il m'accordait sa confiance me semblait être un privilège, comme s'il avait décidé de m'offrir ce petit cadeau pour notre dernière nuit ici. Il restait là, paisible. Puis soudainement, il s'éloigna, me laissant un souvenir incroyable, comme celui de ce doux rêve, au beau milieu de la nuit. Ce voyage dans le Nami Brand touche à sa fin et s'inscrit dans la lignée de ceux qui m'auront le plus profondément marqué. Chaque instant passé dans cette réserve font très certainement partie des plus beaux moments de ma vie. Et j'espère sincèrement qu'il inspirera certaines personnes pour qu'un jour elles puissent trouver la force de réaliser leurs rêves. Je tenais à remercier les personnes qui ont rendu cette expérience possible. Niels Odendahl, directeur général passionné, Jessica Stein et Martin Verview, gardien attentif à l'équilibre de la réserve, à Esmeralda Hurlin pour son engagement à la préservation, sans oublier Cornelius, guide passionné pour son accueil chaleureux et sa grande générosité. Je souhaitais aussi remercier les compositeurs dont la musique a accompagné chaque seconde de ce voyage, Ryan Taubert, Daniel Dulch, James Newton Howard, et tous ceux qui m'ont permis de donner vie à ces images. Sans vos compositions et votre sensibilité, cette immersion n'aurait pas eu la même force, ni le même impact. Je tenais à vous remercier aussi, vous tous, qui partagez nos aventures. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais au travers de vos retours et de nos échanges, vous me permettez d'avancer, en faisant grandir cette passion qui bouillonne au plus profond de moi-même. J'espère avoir été à la hauteur de ce fabuleux voyage, en attendant de vous revoir très vite pour partager la suite de cette merveilleuse aventure.